Mardi 13 mai. Depuis ce matin, grondement sourd, grand soleil aveuglant, lumière éclatante et irréelle, mais ciel laiteux, d'un bleu sale, d'une faible visibilité, et de toute façon tout est aveuglant. L'air est métallique. Il paraît que certains peuvent même sentir le goût de ce métal, de ces métaux. Pas moi. Pas ici. Et vous savez peut-être que on sent le goût d'une chose, notamment de ces oligo-éléments, de ces métaux, en fonction des carences ou du taux de ces éléments qui est présent dans le corps. C'est l'un des éléments diagnostiques, notamment pour le zinc. Et il en passe dans tous les sens. Le sens ordinaire, nord-sud, ce qui correspond tout à fait au vol régulier, Paris-Alger, Oxford-Nice, Londres-Nice, et autres bien sûr que j'ai pu tracer, mais bien sûr je vais pas y passer la journée. Et puis il y en a d'autres, ceux qui sont remontés par 3 là, non pas par 3 fois, par 2 fois, mais à 3, ploup, du sud vers le nord, et ils n'ont laissé détraîner que sur une partie du parcours, à peu près en face de ma porte. Ceux-là ne figuraient pas. Et ils laissent le même genre de traces. La plupart sont de toute évidence des avions de ligne, ce qui ne veut rien dire bien sûr. Ce ne sont pas des avions chargés d'immenses conteneurs. À ce propos, les conteneurs qui sont bien posés les uns à côté des autres au sol et qui ne sont reliés à rien ne sont que des lestes quand il y a des vols d'essai de nouveaux avions. C'est pour ça qu'on voit les officiels tout souriants. C'est quelque chose de tout ce qu'il y a de plus normal. Ce sont des lestes, parce qu'on ne peut pas faire voler un avion à vide. Le chargement, le poids en charge et le poids à vide, ça n'a rien à voir. Donc le poids des passagers et des sièges est remplacé par ces bidons. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Et ça fait tout à fait sens. Oui, de toute évidence, ces traînées sont des traînées de condensation, bien évidemment. De condensation de vapeur d'eau derrière les réacteurs, bien évidemment. Moi, je n'ai pas vu, bien que certaines personnes aient vu ça, et même des photos, et je serais curieuse d'en voir, des photos prises par vous, de ces rangées de buses, comme des avions épandeurs de produits chimiques sur les cultures, etc. Ou épandeurs d'eau, les Canadair, enfin. Mais ces avions-là, ce sont des avions ordinaires, avec des traînées de condensation. Mais un pilote faisait remarquer que à ces altitudes, certaines altitudes de ces avions de ligne, l'air ne condense pas, il faut une différence. C'est un peu comme la courbure de la Terre. On dit « Ah, mais il y a la courbure !» Oui, mais il faut appliquer la table de trigonométrie pour appliquer la courbure réelle sur une distance réelle. La courbure officielle réelle sur une distance réelle mesurable. Bien sûr, c'est de l'eau qui condense. Mais quoi d'autre pour que l'air soit si bizarre? Pour que les analyses de pluie soient si pleines de métaux lourds? D'où viennent ces métaux? Bien sûr, on peut se dire ça vient de l'industrie, des rejets dans l'atmosphère. Et c'est certainement pas faux. Alors il y aurait un effet de condensation de l'eau par les turbines, avec peut-être quelque chose de plus, mais pas forcément des produits, juste la technologie des nouveaux réacteurs, la façon de mêler l'air et de faire condenser l'eau, condenser pour faire des nuages ou pour en défaire, je ne sais pas. Vous remarquez que nous raisonnons toujours avec des données insuffisantes et nous nous forgeons un raisonnement qui tient la route alors que nous savons qu'une partie inappréciable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprécier, nous échappe. Je suis toujours sidérée de ça. Alors bien sûr, c'est légitime de mener jusqu'au bout un raisonnement pour la satisfaction de l'esprit, bien sûr. Mais après, on devrait toujours se dire, oui, c'est ça ou autre chose, puisque je ne sais pas tout. Surtout même quand on croit avoir toutes les données, parce que c'est ce que font les gens constamment. Ils croient avoir toutes les données, ils oublient que quelque chose qu'ils ne savent même pas, peut-être, existe, qui remettrait complètement en question tout leur raisonnement.
Peut-être que le raisonnement est juste, mais les modalités de départ ne le sont pas, ou sont insuffisantes, ou les deux. Je me bagarre avec ça, j'ai l'impression depuis toujours. Et c'est là que je mesure le taux d'intelligence de la personne que j'ai en face de moi. Il suffit pas de dire « oui, je sais que je ne sais rien, oui, la parole du sage, je sais que je ne sais rien ». Non, il faut le manifester dans sa propre pensée en mouvement. Se souvenir à chaque étape de notre raisonnement que peut-être nous sommes en train de faire fausse route pour les meilleures raisons du monde ou parce que notre esprit a été façonné d'une certaine manière. Notre esprit est en noir et blanc. Si A est vrai, alors B, qui est le contraire de A, est faux. C'est ça que nous avons appris à l'école. Fondamentalement, on ne nous l'a pas dit comme ça. Mais c'est ça qu'il ressort. Or, la réalité, ou plutôt la réalité de la réalité, c'est que si A est vrai, et que B, qui est le contraire de A, est vrai aussi, il n'y a pas de conflit forcément. Redisons-le, si A est vrai, B est le contraire de A, donc B est faux. Eh bien non. Comment dire ? Ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de qui incarne l'expérience. Ça dépend d'un tas de cofacteurs, dont la conscience. C'est-à-dire la conscience. L'attention mentale ou la conscience supérieure de l'Esprit Saint qui nous habite. Parce que quand, par exemple, Philippe Guillemant, bon serviteur du système et créateur de neurones artificiels, etc., nous parle de la conscience, on ne sait pas exactement quelle coloration il donne à ce mot. Le sait-il lui-même ? Parce que conscience, c'est trop vaste, c'est comme amour. C'est l'attirance sexuelle, c'est la tendresse, c'est le besoin affectif, c'est la pulsion, c'est les sentiments purs, c'est la sensation de joie profonde et de révérence pour l'autre ou pour... Non, l'amour, ça peut être des milliers de choses. Si on définit pas clairement de quoi on est en train de parler au moment où on parle, ça veut rien dire. Eh ben, conscience, c'est exactement pareil. Je le redis souvent, mais dans la terminologie hindouiste, on a des mots pour les expériences de l'esprit qui sont extrêmement précis. Il y en a plein. Comme pour définir les types d'énergie dans la tradition taoïste, et même ayurvédique, et même indienne, bien sûr, indienne, hindoue, ancienne. Il y en a plein, selon que c'est de l'énergie primale, acquise durant le monde manifesté ou innée, immanente. Est-ce qu'elle est raffinée par la conscience? Est-ce qu'elle se déplace dans le corps, dans les corps subtils? Il y a plein de mots précis pour faire un travail mental précis. Mais nous avons déjà tellement évolué en Occident, depuis les traditions peut-être pas millénaires, mais plus anciennes, où il était question de choses telles que le prana et le chi, qui s'appelait pneuma chez les Grecs, ou la tradition attribuée aux Grecs. Il y avait des tas de mots comme ça, dans des traditions occultes qui ont été... Bon, d'accord, peut-être qu'elles étaient déjà occultes au départ. Mais il en transparaissait suffisamment de choses pour que ce soit connu. Suffisamment connu. Là, c'est ces traditions occultes qu'on redécouvre par le biais d'Internet, parce qu'il y a finalement une très petite frange de gens qui se sont intéressés à ça avant Internet et qui ont acheté des bouquins et qui ont été à des conférences et qui ont consacré leur vie et qui ont passé des années à apprendre quelques petites choses qu'on apprend maintenant en 3 clics. Il a fallu une constance à ces gens-là. Beaucoup de constance. Aujourd'hui, ça ne nous demande plus rien. Tous ces savoirs sont à portée de la main. Mais ne vous y trompez pas, chers amis, ce sont de faux savoirs. Parce que ce sont des savoirs incomplets. Exactement comme les loges bleues des francs-maçons, on leur livre les secrets. On leur livre le grand secret. En fait, on leur dit rien du tout. On leur donne quelques petites miettes pour qu'ils se sentent importants. Ce n'est qu'après, quand on les tient de plus en plus, des pactes successifs, des pactes qui engagent, des pactes transgressifs qui font que
on ne peut plus se regarder soi-même de la même façon dans le miroir. On est lié par des choses déshonorantes, sinon on ne serait pas lié. Ces gens-là ne sont pas liés par l'honneur, ils sont liés par le crime. C'est une mafia, ni plus ni moins. Toutes ces sociétés secrètes sont des mafias. Avec de ces débordements, vous savez, des histoires de viol, des histoires d'inceste, des histoires d'abus. Non. C'est le fonctionnement qui se transpose partout. Dans toute église, dans toute loge, toute organisation bien structurée autour de valeurs de préférence occulte ou de toute façon spirituelle. Même chez ces grands saints bouddhistes contemporains, même si les personnes qui m'en ont parlé n'ont pas eu vent de scandales pédocriminels, tout ça, on m'a dit que c'est chez un de ces grands saints vietnamiens installés en France, je sais plus ce qu'il est exactement, je ne citerai pas son nom. Il y avait ces trucs avec les enfants, aucun moyen de savoir si ce personnage est malsain avec les enfants ou pas, mais en tout cas, il y avait cette cérémonie de marcher avec le maître, et le maître tient un enfant par la main de chaque côté, et chaque enfant tient quelques enfants. Donc ça fait une petite chaîne, une chaîne énergétique. Le maître vieillissant se nourrit de l'énergie des enfants. Colline Serrault, soit dit en passant, nous l'a bien montré dans La Belle Verte en nous montrant d'autres petites choses de cet acabit. Alors c'est pas forcément négatif, mais ça reste une façon de faire une forme de vampirisme quand même. Alors les enfants sont très fiers et les parents sont très fiers. D'un côté, il y a le maître nourrit l'ego des adeptes, et de l'autre, il pompe l'énergie des enfants. Mais les enfants, là, eux, ils ne sont absolument pas conscients, dans le sens ordinaire, de l'usage qui est fait de leur énergie, de leur jeune énergie. Et les parents non plus, mais les parents sont aveuglés. Parce que comme leur enfant chéri, qui est à ce moment-là vraiment le prolongement de leur ego, est honoré par le maître. Le maître. Maître disciple ou maître esclave? Maître parasite? On m'avait fait passer, quand cette vidéo a commencé à tourner dans tous les sens, le grand lama, le Dalai Lama, qui roule un palo à un petit garçon. Mais pour ceux qui ont été choqués, pour ceux qui ont été secoués, non mais les gars, vous vous attendiez à quoi? Tous ces mecs entre eux là à faire des grands sourires comme le pape. Oh oui, béni soit gna gna gna. Pourquoi vous croyez qu'il parle autant de sagesse, ce Dalai? Mais parce qu'il a été éduqué. Lui, il n'a pas été à l'école LGBT. Il a été à l'école des Dalai Lama. Le mec a tout appris par cœur. Tous les plus beaux trucs qu'il peut dire, tous les trucs les plus justes, mais c'est pas de lui. Alors après, vous aurez des cartes postales avec des petites photos comme ça, et puis il y a une très belle maxime avec à propos de l'amour ou de l'illumination, des trucs très tendres, très beaux, et en dessous il y a écrit Dalai Lama, comme si c'était de lui. Mais c'est pas de lui. Le mec l'a appris quelque part, d'autres l'ont dit avant lui. Et même si toi tu dis un truc pareil, tout le monde s'en branle. Tu n'es pas le Dalai Lama. Toutes ces citations, toute cette révérence envers tous ces gens, nos grands saints, s'ils sont mis devant nos yeux comme ça, avec autant d'insistance et autant partout, de toutes les manières possibles, mais ça n'est possible que par l'industrie cinématographique, la télé, Internet, les portables, des écrans partout devant des yeux. Avant, ça n'aurait pas été possible. Avant l'ère de tout ça. Ou sans tout ça. Ça n'existerait même pas. Non. Le cinéma, Internet, la télé ne nous éveillent pas. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Le petit effet qui nous permet d'accepter la chose, c'est que grâce à ça, des gens comme moi peuvent s'exprimer et tout ça. Mais je me serais exprimée. Mais pour une ou deux personnes, peut-être.
Mais vous croyez quoi, chers amis? Que sur le nombre de gens qui écoutent avec assiduité et parfois religiosité ce que je dis, il y en a combien qui font leur chemin en même temps que moi, c'est-à-dire pas uniquement grâce à moi, mais qui ne m'écoutent et ne se reconnaissent que parce qu'eux-mêmes ils font déjà le même chemin. Alors nous parlons le même langage, ou pas le même langage, mais nous sommes à peu près au même niveau. Et c'est pas un niveau, ça ne dit rien de l'humain ou de la valeur humaine, bien sûr. C'est un petit peu comme dans la compétition, hein. Il y a ceux qui courent le 100 mètres en moins de, vous voyez, comme à l'école, quoi, en moins de 10 secondes, en moins de 9 secondes. Voilà, c'est juste une question de... On va pas concourir dans les mêmes classes si on n'a pas du tout les mêmes forces physiques. On met pas un poids léger en face d'un poids lourd. On met pas un homme et une femme en face de part et d'autre d'un filet de tennis. Un vrai homme biologique en face d'une vraie femme biologique. Ben oui, nous n'avons pas les mêmes forces. Et encore une fois, pour les abrutis qui croient que la force est la valeur suprême, oui, l'homme est plus fort. Oui, si tu mets un bûcheron en face d'une dentelière, la dentelière va se faire éclater au tennis. Mais le bûcheron, lui, quand il s'agira d'enlever une écharde dans une partie délicate ou je sais pas, de faire quelque chose de cet ordre-là, un toucher thérapeutique par le soin vibratoire, tout ça, il se pourrait qu'il soit vachement emmerdé, le gars. Parce qu'il n'a aucune conscience corporelle. Bon, là, j'ai caractérisé de façon caricaturale le masculin et le féminin, qui peuvent être présents dans des êtres de sexe masculin et de sexe féminin de façon indifférenciée, mais il y a les deux. Il y a les deux, le génie de la force, le génie de la finesse et de la souplesse. Hein, il y a combien de fables et de dictons et de choses relayées par la culture populaire où le gros bourrin se fait éclater par le petit enfant, le jeune homme, l'adolescent ou la petite fille ingénue ou la petite femme craintive, frêle mais courageuse. C'est pas la force physique, ça peut être la vitesse, la souplesse, l'intelligence ou la bonté. Oui, la bonté ou la foi. Je ne dénigre pas la force physique des hommes, bien au contraire. Et étant une femme, et ayant vécu avec l'homme, je suis très reconnaissante à l'homme de faire avec aisance ce qui me demande un effort parfois fatigant, et je peux réserver mes forces pour d'autres choses tout au long de la journée, au lieu de m'épuiser en 10 minutes à faire une chose que l'homme fera avec grâce, heureux de rendre service et heureux que l'on valorise ses qualités propres. Quand bien même c'est un homme qui n'a pas que cette qualité-là, d'être plus fort que moi. Est-ce que nous pouvons honorer la polarité et l'incarnation physiologique qui est la nôtre de toutes les manières possibles? Reconnaître la force de l'autre, ce n'est pas reconnaître son infériorité. C'est juste reconnaître la supériorité biologique du moment par rapport à une chose donnée. Et oui, dire que l'homme m'est supérieur par la force ne veut pas dire que je suis inférieur par la force. Oui, c'est marrant, hein. J'ai commencé à dire que si une chose était vraie, son contraire n'était pas forcément faux. Vous savez, c'est un peu comme dans cette expression gagnant-gagnant. Si il m'est supérieur et que moi je lui suis inférieur, c'est gagnant-perdant. Mais là, c'est pas ça. Laisse, dit l'homme, je vais le faire. Mais te fatigue pas, je vais le faire. Et effectivement, il porte d'une main ce que nous avons péniblement réussi à traîner derrière nous en nous arc-boutant. Donc sa force est supérieure. Ça veut pas dire en quoi que ce soit que la femme lui est inférieure. Et de même, quand l'homme, souvent handicapé par ses grosses mains, essaye de s'enlever une écharde ou je ne sais pas, ou essaye de faire quelque chose de délicat, lui qui s'investit surtout dans les travaux de force,
eh bien, il a recours aux mains de sa femme ou de sa fille. Petite fille, avec des bons yeux et de toutes petites mains bien précises et pleines d'amour pour le papa. Cette scène s'est souvent présentée. Tiens, tu veux pas regarder là? Voilà la pince épilée. Tu vois si sous mon talon il y a... Oui, et la petite fille qui voit bien a de petites mains et patiente. C'est une scène qui s'est souvent présentée dans les familles. Est-ce pour cela que la petite fille est supérieure à l'homme? Oui, elle est plus habile. Ça ne veut pas dire que son gros sanglier de papa n'est pas un homme au cœur tendre et lui est inférieur. En fait, ça ne veut rien dire. Nos capacités sont différentes. C'est en cela que nous, les humains, nous nous complétons si bien les uns les autres quand nous mettons de côté notre ego et que nous écoutons ce qui nous vient de notre véritable nature incarnée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous la même ossature, les mêmes capacités au départ. Et nous ne les développons pas de la même façon, qui plus est. Mais il serait bon que les hommes, qui naturellement ont une force physique supérieure aux femmes, exerçassent leur force, plutôt que de rester toute la journée derrière un écran d'ordinateur avec le cul sur un fauteuil de bureau rembourré. Mais il serait bon aussi que les femmes en prennent aussi leur part, exercent leur corps également, mais pas à la salle de gym, pas pour ressembler à des hommes. Juste parce que tout corps humain, physique, animal a besoin de mouvement pour fonctionner de façon optimale. D'air, de soleil, d'eau. Ah oui, je vous vois venir. L'air est pollué, l'eau est polluée, le soleil est empoisonné, qu'importe. Rappelons-nous que nous vivons dans le monde symbolique, et que dans ce monde symbolique, seul l'être symbolique fera son chemin. L'être matériel est voué à l'entropie, à l'incompréhension. Non, tu n'as pas besoin de tant de calories. Les calories, c'est encore une théorie. C'est un mensonge. Tu t'es fait enfler avec cette histoire de calories, ça n'a rien à voir. De quoi te nourris-tu? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais d'esprit. Et l'homme ne vit pas... Dans ce pas seulement, c'est... Bien sûr, il y a cette nourriture émotionnelle, il y a le pain, il y a la nourriture qui a été préparée par la maîtresse de maison pour la famille. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Ça n'a rien à voir avec un truc acheté tout prêt industriel qui n'a jamais touché la main de l'homme, de la semence jusqu'à l'emballage. Mais le père ou le grand-père qui cultive le jardin, donne les légumes à la mère de famille. La petite fille qui aide sa maman à éplucher et apprend à tenir un couteau. La famille entière qui déguste dans le silence ce plat préparé avec les légumes du jardin de papy, et que les femmes de la maison ont préparé en s'amusant. Oui, les femmes, oui. Oui, la femme est la mère nourricière, mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas plaisir à cuisiner de temps en temps, mais ça n'a pas la même valeur symbolique si c'est l'homme qui cuisine ou si c'est la femme. Bien évidemment. Ça n'a pas la même valeur électromagnétique. Le féminin est nourricier, le masculin est protecteur. Bien sûr, souvent, il faut que les rôles s'inversent quand l'un des deux manque, quand l'un des deux ne peut pas assurer ses fonctions. Ou bien tout simplement parce que il est bon de savoir que l'on pourra se reposer sur l'autre aussi, sans perdre son vrai rôle, mais de trouver chez l'autre ce que l'on doit assurer constamment soi-même. C'est aussi assez rassurant pour une femme de se sentir forte, d'être parfois l'homme de la situation, et pour un homme que l'on reconnaisse sa sensibilité, sa douceur. Même chez les hommes les plus viril ou brusque. Nous avons besoin que qu'on reconnaisse en nous les qualités qui ne sont pas typiquement de notre polarité et qui sont en nous en germe et s'expriment de temps en temps. Un petit peu comme le point d'une valeur différente dans ce symbole yin-yang. Nous ne sommes pas tout noir ou tout blanc. Nous sommes polarisés, mais
nous portons en germe les caractéristiques de la polarité opposée et nous les voyons à l'œuvre constamment chez nous. Un petit peu, par petites touches. Ce qui devrait nous aider véritablement à comprendre l'autre, à le comprendre intimement. Nous ne sommes pas l'autre, nous ne sommes pas dans son monde physiologique, mais nous avons quelques petits éléments de réflexion pour nous projeter suffisamment pour comprendre que nous ne pouvons pas transposer nos attentes sur lui. Nous pouvons arriver à saisir par instant que les besoins de l'autre sont très différents de nos propres besoins, mais s'appuient sur parfois certains mêmes sentiments, certaines aspirations, un besoin d'être reconnu, un besoin d'être entendu par rapport à quelque chose de spécifique. Et avec amour, il serait bon que nous réussissions de temps en temps, même si cela nous coûte, mais surtout si cela nous coûte, de donner à l'autre ce dont il a vraiment besoin, même si nous n'approuvons pas complètement, au moins de temps en temps. Car si nous frustrons l'autre constamment pour une raison idéologique, nous n'allons créer que de plus en plus de frustration dans la relation. De temps en temps, donnons-lui ce qu'il veut. Donnons-lui ce qu'elle veut. Sans manipulation, sans mauvaise arrière-pensée, pas pour avoir la paix, mais par amour. Quand nous voyons qu'un besoin, même si c'est un faux besoin, ne peut pas être surmonté dans l'instant par la personne qui est en face de nous, donnons-lui de quoi nourrir ce faux besoin. Bien sûr, si la situation le permet, si ce n'est pas nous compromettre tous et mentir et quoi que ce soit, mais de temps en temps, donnons à l'autre ce dont il a besoin, comme quelqu'un qui réclamerait de l'alcool, et nous savons absolument que l'alcool et l'ivresse, ce sont des choses que nous réprouvons absolument dans notre vie. Oui, mais peut-être cette personne-là est dans une telle détresse qu'elle ne surmontera pas l'angoisse du moment sans une petite aide, un cordial, comme on disait avant. Quelque chose qui vient du cœur, qui remonte le cœur. Alors bien sûr, il y a le risque que ce soit une habitude. Mais de toute façon, pourrons-nous changer cette personne ? Est-ce que notre propre rigidité n'entrave pas l'évolution de cette personne vers une forme de confiance qui lui permettra de s'affranchir de sa dépendance ? En réalité, nous ne pouvons pas le savoir. Mais parfois on dit que le remède est pire que le mal. Parfois le bien est pire que le mal. Le bien, entre guillemets, ce que nous estimons mentalement être le bien, va faire plus de mal encore. Je ne dis pas qu'il faut mentir, je dis qu'il faut parfois avoir un peu de souplesse avec ce qui n'est pas très bien ou très bon. Le sucre, la cigarette, l'alcool sont des exemples qui viennent aisément à l'esprit. Parfois, pour passer un moment difficile, oui, on peut s'appuyer sur quelque chose qui est censé être vraiment nocif. Et peut-être cette chose-là nous fera plonger, mais peut-être pas. En fait, si nous n'avons pas confiance en nous, pas confiance en l'autre, alors nous allons dénier à l'autre toute aide qui n'est pas véritablement digne, bonne, estampillée du sceau bien. Et souvent c'est une erreur. Et dans nos relations, nous faisons cette erreur. Nous avons une idée de ce que nous devons faire et ne pas faire pour être en bonne intelligence avec l'autre et pour que la relation ne dérape pas, ne dégénère pas. Et parfois même elle dégénère à cause même de cette raideur mentale qui nous fait garder notre ligne de conduite quoi qu'il arrive, alors que parfois notre partenaire ou nous-mêmes, nous ne sommes pas au niveau et qu'il faut tout simplement un peu lâcher prise en confiance en nous disant que c'est pas pour toujours, c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais c'est pas pour toujours. On peut combler un besoin de sucre, un besoin d'étourdissement, un besoin pas très élevé, ou aider l'autre à combler ce besoin, sans que ça colore définitivement et de façon, comme une malédiction toute la relation. Bien sûr, ce ne sera possible que dans une relation où il y a suffisamment de clarté. Mais je vous dis et redis cela parce que les temps sont difficiles pour le cœur des humains. Les occasions de peur sont partout et les occasions de chute aussi. Alors,
ce que nous faisions jusqu'à présent, qui nous servait de garde-fou mental, spirituel, qui nous aidait physiquement dans la vie du corps, tout ça fonctionne de moins en moins. Nous devons nous réajuster, nous devons surtout faire preuve de beaucoup de courage par rapport aux choses que nous ne pourrons pas véritablement surmonter aussi bien que nous le faisions avant cette période de début de fin des temps. Alors soyons doux avec nous-mêmes et avec l'autre, et souvenons-nous parfois que des choses qui sont juste des béquilles et qui sont parfois aussi des occasions de chute peuvent parfois être le seul rempart contre le désespoir pour passer un moment difficile. Que nous ne sommes pas tenus à l'élévation spirituelle coûte que coûte, quand la vie sociale, la vie corporelle, la vie familiale deviennent si difficiles. Je ne vous encourage pas à vous droguer, à vous saouler ou quoi que ce soit, bien évidemment. Mais si ces choses-là se présentent par lassitude, par désespoir, parce que nous n'avons plus la force de caractère que nous nous connaissions il y a encore quelques années, eh bien ne rajoutons pas à cela de la culpabilité, car c'est elle qui nous affaiblit, tout comme la peur. Et essayons de voir en l'autre aussi cet être qui parfois trébuche et chute. Relevons-nous les uns les autres, comme dans l'Évangile, où il est dit que quand deux travaillent ensemble, c'est toujours mieux parce que si l'un chute, l'autre relève son camarade. Essayons de nous souvenir de ça, de ne pas trop en attendre de nous-mêmes et de l'autre, de ne pas trop exiger plus exactement, et de nous relever constamment les uns les autres, de nous élever, de nous relever, quand nous voyons notre compagnon à terre, parce que c'est une situation qui ne va pas manquer d'arriver, de se présenter et de se représenter encore.